Donc, à notre connaissance, il y a deux certitudes. La première étant qu'on va tous mourir et la deuxième étant qu'on va tous payer de l'impôt. Bonjour, voici mes collègues Samuel, Jérôme, ainsi que moi-même David. Et aujourd'hui, on est heureux de vous présenter un plan financier qui, on l'espère, va vous amener à profiter au maximum de votre retraite. Pour ce faire, notre objectif va être de maximiser votre patrimoine ainsi que diminuer la quantité d'impôts à payer. Puis on va également toucher les aspects que vous voyez sur la diapositive. Donc, pour ce qui est de notre ordre du jour, on va commencer par analyser votre bilan actuel, votre situation personnelle. On va discuter stratégie d'accumulation, la fiscalité, la retraite, les placements. Puis on va conclure en regardant tout ce qui est matière protection afin de s'assurer que votre succession se fasse dans les règles de l'art. C'est bon. Donc, pour ce qui est de votre bilan, premièrement, on a noté un apport net positif approximatif de 865 000. Et puis, pour vous donner un ordre un petit peu plus juste, ce serait important d'obtenir vos cotisations à la Régie des rentes du Québec, puisqu'on a annualisé ces rentes-là. Puis, on a également considéré l'impôt que vous auriez à payer selon votre structure actuelle. Puis également, ce serait important d'avoir, pour ce qui est de la comptabilité de votre entreprise, ça serait vraiment important de faire affaire avec un comptable afin de vous donner un ordre plus juste. Pour ce qui est des liquidités successorales, si on simule votre décès, selon la structure actuelle que vous nous avez présentée, on constate des liquidités successorales négatives, et puis majoritairement dues justement à l'impôt consécutif au décès. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un plan afin de remanier la situation. Pour votre situation personnelle, vous nous avez noté être une dame monoparentale divorcée, et puis il y a deux points à considérer qu'on aimerait toucher, auxquels on pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Vous pourriez peut-être revoir si vous n'auriez pas accès à une pension alimentaire, ainsi que des droits aux allocations familiales. Merci. Donc, également, un dernier point qu'on aimerait ça vous faire part, c'est que, advenant que vous décideriez de vous unir à nouveau, ça serait vraiment important de s'assurer de protéger votre entreprise, puisqu'elle représente une partie importante de votre actif. Donc, ça va vraiment être important de faire un contrat de vie commune qui va vous protéger dans cette situation-là. Donc, à ce qui a trait à la situation financière, la première chose qu'on a identifiée, c'est que vous avez une fille de 15 ans, on aimerait ça sécuriser ses études. Elle a des beaux projets d'étudier en aéronautique. On espère que Bombardier sera encore dans les environs pour peut-être offrir des emplois. Donc, c'est un beau projet. Il existe pour ça, pour financer les études, le régime enregistré d'épargne-études, communément appelé le R3E. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, le summum du compte enregistré. Pourquoi? Parce qu'on a accès à une subvention gouvernementale de 30% sur chaque dollar, considérant ce plan-là de 5 000 $ par année, sur chaque dollar qu'on va y déposer. Et on va plus en parler du côté fiscal, mais on va être aussi capable d'aller chercher un 50 $ additionnel de la SCEE, donc du gouvernement canadien, parce qu'on va réduire votre salaire pour y avoir accès. Le décaissement de ce compte-là, il va se faire comme du revenu pour votre enfant, mais on assume qu'elle va être aux études, donc elle ne paiera sûrement pas d'impôt, donc on peut considérer ça comme vraiment net d'impôt si vous voulez. Et à la fin, si il reste de l'argent dans ce compte-là et que votre fille n'en a pas besoin, il va être possible de le prendre, de le cotiser au REER ou dans le CELI également, sans avoir à payer de l'impôt sur le décaissement de ce compte. Donc, maximiser le R3E pour aller chercher les subventions gouvernementales, on pense que c'est vraiment à votre avantage dans votre situation. Deuxième cas qu'on voudrait vous présenter, c'est le REER. On a gardé en tête ici que vous aviez comme projet d'acheter, pas d'acheter, mais de partir une nouvelle clinique dans un futur très proche et d'acheter un chalet. On s'est posé la question, est-ce qu'elle va avoir les liquidités nécessaires pour investir dans le REER? Notre réponse à ça, c'était que non. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est pour bénéficier du REER, c'est prioriser une marge hypothécaire que vous pouvez demander à votre banque à la place d'une marge de crédit dont vous avez. Et on va avoir accès à un meilleur taux pour ça, qu'on va pouvoir investir dans le REER. Puisque cette dette-là va être utilisée pour financer un investissement, les intérêts qu'on va payer sur cette dette-là vont être déductibles d'impôt. Donc c'est très avantageux de ce côté-là. Et on va emprunter, c'est ça, pour maximiser les cotisations REER non utilisées, ce qui était environ 89 500 selon ce que vous nous avez dit. Il y a la possibilité également d'être plus agressif dans le REER que dans le CELI, par exemple, parce qu'on va en parler plus au niveau du CELI et les intérêts déductibles comme mentionné. Donc on veut maximiser vos droits de REER parce qu'il s'agit d'un compte qui a des très bons avantages. Et, ouais, c'est ça. Donc, en cotisant dans le REER, on va avoir un retour d'impôt. Ce retour d'impôt-là, on va être capable de le placer dans un compte qui s'appelle le CELI, compte enregistré libre d'impôt.
Donc, le rendement est non imposable dans ce compte-là. En fait, il est en place depuis 2009. On a le droit d'y cotiser 5 000 $ par année. C'est indexé au coût de la vie et arrondi à 500 $ près. Considérant ça, ainsi que le cadeau du gouvernement Harper, si vous voulez, en 2015, on est rendu à un droit de cotisation de 69 500. On ne va pas être capable cette année de le maximiser automatiquement, mais on peut l'utiliser pour mettre le plus d'argent possible dans ce compte-là. Il s'agit aussi d'un coussin, si vous voulez, si on veut avoir accès à de l'argent rapidement. C'est beaucoup moins punitif de retirer du CELI que du REER, par exemple. Après ça, on a la répartition de l'actif. On vous a fait remplir un petit questionnaire. On est arrivé à la conclusion que vous étiez environ à 60% actions, 40% obligations. En ce moment, vous vous trouvez complètement à l'opposé de ce spectre-là. On a calculé 87,82% en obligations. Ça va être très difficile de financer une retraite avec cette répartition-là. Donc, on peut vous amener du côté 60%, 40%. Et on va utiliser la même répartition dans votre compte, le compte qu'on va parler plus en fiscal, que Samuel va vous parler. On va créer une société de gestion. Donc, la répartition plus adéquate selon votre profil d'investisseur pour faire croître votre capital. Vous nous avez également parlé de la question des revenus étrangers, comme quoi vous étiez quand même assez dépendant des revenus étrangers, et si c'était avantageux. C'est avantageux côté diversification du portefeuille. C'est-à-dire, on ne veut pas toutes nos œufs dans le même panier. Donc, on va essayer d'en prendre, mais ça ne devrait pas être un focus d'aller chercher des revenus étrangers. On va aller avec peut-être un fonds d'obligation mondial. Donc, il peut y avoir des Canadiennes, des Américaines, puis peut-être un peu de marché asiatique. On ne sait jamais, dépendamment du fonds. Donc, on recommande simplement par souci de diversification du portefeuille, mais il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Ce n'est pas vraiment grave comme point. Donc là, je vais laisser la parole à Samuel pour ce qui est de la situation fiscale. Sur la situation fiscale, on a plusieurs points à aborder. On va prendre le temps d'aller à travers chacune d'entre elles pour vraiment expliquer les impacts que ça peut avoir pour s'assurer qu'on adresse toutes vos questions. Le premier, vous avez parlé que vous vouliez potentiellement acheter un chalet ou vous désirez vivre à votre retraite. Nous, ce qu'on voudrait vous faire prendre conscience, c'est qu'il y a une exemption pour une résidence principale qui est disponible au Canada au niveau fiscal. Ce que ça vous permet, c'est que tout le gain en capital que vous accumulez au cours des années, vous pouvez déclarer une résidence principale, puis celle-ci va exempter de tout ça. Donc, avec l'achat d'un chalet, ce qui est à prendre en considération, c'est que tout le moment avant cela, vous allez pouvoir utiliser la résidence principale que vous avez actuellement. Au moment où vous allez vendre votre résidence principale pour aller vivre dans votre chalet, vous allez pouvoir utiliser seulement le chalet. Puis entre les deux, ça va être de regarder ça serait quoi qui est plus optimal pour vous pour optimiser le retour d'impôt que vous pouvez aller chercher. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut vraiment avoir un impact si on fait une optimale. En ce moment, on voit qu'il n'y aurait pas d'impôt à payer vu que le chalet n'est pas acheté. Mais à regarder avec les années, il y aurait moyen de jouer pour s'assurer de minimiser l'impôt à payer. Ensuite, vous avez parlé que votre rémunération se consistait en 45 000 $ que vous recevez en salaire, puis le 30 000 que vous recevez en dividende. On aurait premièrement prendre le temps d'expliquer un peu la différence de ce que ça vous permet de faire avec le salaire puis les dividendes. Le salaire, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'avoir droit à toutes vos cotisations pour les régimes gouvernementaux. Que ce soit les droits de cotisation au REER, que ce soit vos cotisations faites aux rentes du Québec ou les régimes de parenté. Pour maximiser ceux-là, les REER, vous pouvez aller au-delà de 100 000 $ en revenus puis quand même aller chercher la déduction fiscale pour vos droits de cotisation. Pour ce qui est de la RRQ, je crois que c'est 55 000 que vous avez le droit d'aller chercher également pour maximiser ça. Donc, ce serait vraiment, avec le salaire, ça permet d'aller maximiser ces droits-là. Puis, c'est déductible d'impôt dans l'entreprise. Ce que ça veut dire, c'est que vous payez l'impôt après avoir déduit ça des revenus que vous réalisez. À l'opposé, au niveau des dividendes, ce que vous recevez au niveau fiscal, vous avez peut-être un taux un petit peu avantageux parce que vous recevez un crédit d'impôt qui va être attribué pour vraiment, dans le système d'intégration Canada au niveau fiscal, pour aller chercher et s'assurer que tout soit équitable. Par contre, c'est versé après impôt dans l'entreprise qui veut nécessairement avoir un impact. Nous, ce qu'on vous recommanderait, c'est juste à 150 000 $. Il n'y a pas vraiment d'avantage à aller au niveau des dividendes parce que ça ne vous permet pas de maximiser vos droits dans les autres régimes gouvernementaux. Donc, notre objectif serait vraiment de transformer votre rémunération, d'acheter le maximum en salaire, dans l'objectif d'acheter le maximum qui est possible au niveau du gouvernement. Ensuite, on a parlé un peu avec Jérôme plus tôt, comme quoi qu'on voulait potentiellement emprunter pour aller faire des cotisations au REER puis vraiment maximiser. En prenant un petit peu plus de risque, on va avoir un rendement qui est supérieur avec le REER que ce qu'on va avoir au niveau des intérêts payés avec la marge hypothécaire, selon nous. Le deuxième aspect, c'est que ces intérêts-là vont servir à faire un revenu. Donc, il y aura potentiellement la possibilité de les déduire au niveau fiscal, d'aller chercher un retour d'impôt, pas un retour d'impôt, mais de diminuer la facture d'impôt à payer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait regarder.
Un autre petit point qu'on devrait vous faire prendre en compte, c'est dépendamment si votre fille a un emploi étudiant en ce moment ou non, vous allez chercher la déduction au niveau fiscal avec elle pour s'assurer d'aller chercher une autre déduction d'impôt supplémentaire. Bien entendu, ça dépasse ses revenus. Si elle a des revenus qui sont supplémentaires à ça, il n'y a probablement aucun avantage à le faire puis de faire son propre rapport d'impôt à elle. Mais cette possibilité-là qui serait à considérer aussi à ce niveau-là. Pour aller un petit peu au niveau corporatif, on aimerait vous faire part de l'exemption de gain en capital, ce que ça vous permet de faire. L'exemption de gain en capital, quand vous êtes admissible, sur les 3 critères que vous voyez à la présentation, ça vous permet d'aller chercher une déduction qui correspond à 866 000 environ par année de déduction en gain en capital pour vraiment diminuer l'impôt à payer. Ce qui vous permettrait d'économiser avec le taux d'imposition marginale en ce moment environ 160 000 $. Ce qui est à prendre en considération en ce moment, c'est que pour atteindre ça, vous avez besoin de, lors de la vente, de plus de 90 des actifs de l'entreprise qui servent à l'exploitation. Par contre, quand on regarde la situation actuelle, vous avez environ 33 de vos actifs qui sont des liquidités ou des placements qui ne sont pas nécessairement reliés pour aller chercher un revenu d'entreprise actif. Donc, ce serait vraiment de penser à la structure fiscale qui va vous amener à aller chercher ça et aller pouvoir chercher cette déduction-là qui est notre objectif ultime. Ce qui nous amène avec les 2 propositions suivantes et des potentiels qu'il va falloir discuter avec un fiscaliste, bien entendu. Ce n'est pas notre expertise. Nous, on peut vraiment lever le drapeau pour voir si c'est quelque chose à discuter pour optimiser le niveau fiscal. La première chose, c'est la fiducie familiale. La fiducie familiale, ce que ça va vous permettre de faire, à prendre en considération, c'est de pouvoir multiplier cette déduction en capital avec votre fille. C'est pour diminuer l'impôt à payer davantage si vous avez un gain qui est suffisant. L'autre aspect, il faut que ça soit fait par contre pour être mis en place plusieurs années avant la vente de l'entreprise. Puis, ce qui est à prendre en considération avec ce type de société-là, qui est une société à part entièrement, c'est que vous êtes considéré d'avoir disposé de tous les biens à l'intérieur de la fiducie après 21 ans. Considérant que vous pensez vendre l'entreprise en environ 12 ans pour prendre votre retraite, on ne pense pas que ça va être un enjeu, que ça va être suffisant. Un autre point qu'on aimerait lever, c'est avec le fractionnement de revenus ne sera vraiment pas disponible à faire avec une nouvelle réforme Morneau, ce ne sera pas applicable avec votre fille, donc vraiment s'assurer que ce n'est pas un point décisif qui est dans votre décision. L'autre point avec la société de gestion qu'on voudrait prendre en compte, c'est qu'en ce moment, vos liquidités sont vraiment dans l'entreprise. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une erreur qui se fait ou quoi que ce soit au niveau légal, vous êtes poursuivi, ces liquidités-là sont à risque d'être saisies dans une poursuite. Notre objectif, ce serait de les enlever de l'entreprise à travers la société de gestion ou quoi que ce soit, vraiment pour créer une séparation légale, puis d'augmenter le pourcentage de vos actifs qui sont à l'exploitation, ce qui va permettre d'aller chercher l'exonération en gain en capital. Encore une fois, la structuration, ça va être vérifié avec un fiscaliste pour vraiment mettre l'emphase là-dessus. Mais ce qu'on croit, c'est qu'avec la mise en place de la bonne structure fiscale, ça va permettre de, premièrement, vous protéger en cas de poursuite, vraiment de solidifier ces liquidités-là en dehors de l'entreprise. Ça va vous permettre d'aller chercher l'exonération en gain capital au moment de la vente, puis de vraiment planifier ça en avance, puis s'assurer d'aller chercher le maximum possible. Maintenant, je vais laisser la parole à Jérôme pour la situation au niveau de la retraite. Ouais. Donc, pour la retraite, on a considéré que vous allez avoir la RRQ ainsi que la PSB. La RRQ, on va avoir besoin de votre parfait de cotisation pour savoir exactement, faire une meilleure analyse de ça. Mais on a considéré ça avec l'hypothèse de votre 60 000 que vous avez d'épargne en ce moment, l'espérance de vie de 95 ans, un taux d'inflation de 2 et 5 annuel. Dans ce qu'on a calculé, avec 1 000 $ par épargne par mois, en considérant votre portefeuille, vos projets de retraite sont potentiellement à risque. Cependant, il faut garder en tête la vente de vos 2 cliniques, celle à ouvrir et celle que vous possédez en ce moment. Il y a beaucoup de capital là-dedans, donc il va falloir au moment de la retraite, se re-rencontrer, essayer d'optimiser ça. Puis il faut juste soulever le point en ce moment. Ça va être plus sujet ultérieurement. Donc, quand on va arriver à la retraite, vite comme ça, on vous a fait un petit plan. Donc, en assumant encore une fois la PSV et la RRQ qui va être tout au long de votre retraite. On va commencer par décaisser les comptes non enregistrés, ce qui va inclure votre société de gestion qu'on va mettre en place. Votre CELI par la suite, et votre REER qui va être en fait transformé en fer à ce point-là à vos 71 ans. Et il va aussi avoir une nécessité de rebalancer le portefeuille parce que votre profil d'investisseur à la retraite va être différent nécessairement que votre profil d'investisseur aujourd'hui. Et exactement comme j'ai mentionné, ça va être plus sujet à une prochaine rencontre, mais il faut tout le temps garder en tête, la retraite, ça arrive toujours plus vite que ce qu'on pense. Donc, la stratégie globale rendue à la retraite, ça va être de laisser l'argent à l'abri de l'impôt le plus longtemps possible pour bénéficier de ces avantages-là. Je laisse la parole à Samuel pour la situation de décès. Au niveau de la situation de décès, on a vraiment 3 points qu'on voudrait mettre en phase au cours de cette rencontre. Le premier, le testament notarié. C'est vraiment une bonne initiative, on va vraiment mettre l'emphase là-dessus. Si vous arrivez à un décès, vous allez être protégé au moment immédiat. Deuxième point qu'on aimerait soulever, c'est un mandat de protection en cas d'inaptitude.
La dernière chose que vous voulez à votre décès, dans une situation un peu plus problématique, c'est de laisser votre fille ou vos proches avoir à gérer le problème avec des enjeux légaux qui ne seront pas nécessairement en mesure d'affronter facilement. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est qu'avec un mandat de protection, c'est quelque chose de très simple, ça va leur permettre de gérer votre patrimoine ou de prendre des décisions qui sont peut-être importantes à ce moment. Le troisième point qu'on aimerait peut-être soulever en étant ici, c'est la possibilité d'avoir une fiducie testamentaire pour votre fille. Ce qu'on prend en compte en ce moment, c'est que vous avez une entreprise que vous évaluez potentiellement à 1,5 million en ce moment, puis qu'avec la vente à venir ou avec l'ouverture de nouvelles cliniques, ça vaudrait un total de 2,35 millions. Si on prend en considération qu'il reste simplement 1,5 million à votre mort que vous voulez léguer à votre fille, puis votre fille a simplement 15 ans, qu'est-ce qu'elle va faire avec toutes ces liquidités-là? Est-ce qu'elle va quand même poursuivre ses études pour aller à l'école puis en aéronautique, ou elle va prendre le chemin plus facile de vivre de ce montant d'argent-là puis de pas nécessairement nuire à son avenir? La fiducie testamentaire, ça va vous permettre de mettre en place, de protéger votre fille de cette entrée de liquidité-là qui va être importante si vous arrivez à un décès prématuré. Cette fiducie-là va être créée à votre mort. C'est vraiment ce qu'on voudrait prendre en place, de regarder avec un notaire, un fiscaliste, c'est vraiment la bonne solution pour vous. Puis un autre point qu'on voudrait faire aussi part, c'est que votre fille est peut-être un peu jeune pour avoir à gérer tous ces enjeux-là à votre mort. Donc si on pourrait penser peut-être avoir à faire affaire avec un trust ou un exécuteur testamentaire qui va s'occuper de tout mettre en action. Notre objectif vraiment, c'est de s'assurer de bien préparer votre décès pour diminuer les impacts que vous allez imposer à votre fille dans ces temps qui vont être difficiles si ça devrait advenir. Je laisse la parole à David pour la situation en matière d'assurance. Merci beaucoup, Samuel. Donc, beaucoup de points à discuter afin de s'assurer que vous soyez bien protégés. Donc, d'abord, on va regarder vos besoins d'assurance vie. Donc, on a commencé par regarder ce qui est vos dettes, parce que vous ne devriez pas laisser des dettes à vos héritiers. On s'excuse, j'ai une petite coquille qui s'est glissée dans notre calcul, mais ça serait possible de rediscuter ça ultérieurement. On a également regardé les besoins financiers futurs des études de votre fille et des revenus qu'elle aurait besoin jusqu'à maturité pour ne pas la laisser dans une situation périlleuse. Donc, on s'excuse, encore une petite erreur qui s'est glissée dans notre calcul. Par contre, ensuite, on va soustraire ce qui est couvert par la partie des actifs liquides. Donc, on arrive à un besoin d'assurance qui serait à discuter, mais on croit que ce serait environ de 100 000 $ en assurance vie temporaire afin d'amener votre fille jusqu'à la fin de ses études. Donc, on a d'autres points également à discuter. Pour ce qui est de votre entreprise, ça serait important de prendre une assurance responsabilité civile afin également de vous protéger des recours qui pourraient avoir lieu contre vous. On recommanderait également de prendre une assurance des biens de votre entreprise afin d'encore une fois protéger les actifs de votre entreprise. Un autre point à toucher, ça serait l'assurance vie que nous avons précédemment touché afin de s'assurer que votre succession se fasse dans les règles de l'art et couvrir l'impôt à payer à votre décès. Et puis, vous nous avez également parlé de votre assurance vie invalidité qui était d'environ 25 000 $. Donc, ça serait à revoir à la hausse d'environ 55 000 $ selon ce que vous nous avez dit, pour s'assurer que votre fille soit capable de maintenir également le même train de vie, votre famille soit capable de maintenir le même train de vie advenant à votre invalidité. Donc, pour ce qui est du plan d'action, je vais laisser Samuel conclure. Pour ce qui est de notre conclusion, vous avez fait part que vous aviez deux objectifs avec la rencontre d'aujourd'hui. Le premier, de regarder la situation de votre entreprise au niveau fiscal, de voir comment on peut organiser le tout pour maximiser ce qu'on va aller chercher à cette fois. Le deuxième point, c'est de regarder votre planification financière personnelle, de s'assurer que tout est bien en ordre pour l'avenir. Le premier point qu'on aimerait mettre en force, qui est l'objectif de notre réunion, qu'on voudrait mettre en place, c'est l'organisation fiscale de l'entreprise. Par là, ce qu'on veut dire, c'est premièrement comment vous versez votre rémunération. Vous voudrez la transformer en salaire le plus vite possible. On voudrait aussi regarder c'est quoi qui va être optimal pour être cette exonération de gains en capital qu'on veut aller chercher au moment de votre retraite. Vraiment, toute la structure fiscale derrière là, ça va être notre priorité. Le deuxième, planifier les études de votre enfant. D'aller chercher, considérant que les subventions qui sont venues du gouvernement, vous devez les prendre un peu plus vite parce que si vous retardez le processus encore un peu plus longtemps, vous n'aurez pas accès, vous allez perdre un peu ces subventions-là. Votre objectif serait de l'ouvrir le plus vite possible et de s'assurer qu'il va y avoir un montant suffisant pour votre enfant à ce niveau-là. Le troisième, maximiser l'épargne. On a vu en ce moment que vous aviez des liquidités vraiment dans l'entreprise, des liquidités au niveau personnel. S'assurer d'avoir le bon profil d'investisseur, d'aller chercher le maximum de rendement qu'on est capable pour s'assurer que vous soyez capable d'atteindre vos objectifs à la retraite, d'avoir un train de vie qui va être adéquat selon vos besoins. Le dernier point, en matière de protection, pour s'assurer s'il y a une poursuite ou si vous avez une situation qui n'était pas prévue dans votre parcours de vie, que vous ayez les outils en place pour s'assurer que vos proches puissent prendre soin de vous, prendre soin de votre fille, puis s'assurer que tout soit protégé, peu importe le scénario. Merci beaucoup de votre temps, puis on est prêt pour la période de questions. La période de questions est commencée. Question pour vous. Mon projet de chalet, parce que c'est un projet que je peux réaliser. Si oui, comment je le finance, autant pour l'achat, je vais chercher mes fonds. Si oui, je
je la prends cette mise de fonds-là, puis est-ce que, c'est sûr que ça va impliquer une nouvelle hypothèque, donc est-ce que je suis capable de payer ça? Est-ce qu'avec le salaire que je me verse actuellement, est-ce que j'aimerais me verser plus ou moins? Bien, considérant ce qu'on a considéré, c'est ce que vous aviez comme liquidité du côté corporatif. Donc, vous avez 450 000 $ possible qui est accessible. Donc, on pourrait prendre. Donc, on pourrait prendre cet argent-là, mais effectivement, on va avoir besoin d'une autre hypothèque pour financer ce projet-là. Est-ce que ça a un impact là, de prendre cet argent-là et de le mettre comme mise de fonds? Parce que là, dans mon entreprise, est-ce que ça. Tu l'impôt? Oui, on va payer un peu d'impôt en sortant de là, mais il va quand même avoir suffisamment d'argent pour mettre une bonne mise de fonds qui va aussi éviter le cap de 20 pour avoir une assurance hypothécaire. Si je peux ajouter en plus à ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'avec l'argent qu'on va amener de la société à vous, on va utiliser vos droits de REER que vous avez, qui ne sont pas encore cotisés. Donc avec ça, on va ajouter un retour d'impôt qui va nous permettre de s'assurer d'avoir la mise de fonds en place en plus des liquidités déjà disponibles dans des comptes non enregistrés. Dans petite question à la fin, dans votre carte, vous m'aviez dit, moi, 60% d'obligations. Action. Non, mais vous, 60% d'obligations. C'est une coquille. C'est vraiment 60% action, 40% obligation. Ouais, le profil, bien remarqué parce que ouais, c'est vraiment 60% action. Je ne connais pas bien ça, mais on m'a dit que je surveillais ça un petit peu. Vous m'avez dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des revenus étrangers. Pas nécessaire ou je ne devrais pas, ou c'est quoi votre... Ben, en fait, ce qu'on voulait dire par là, c'est que les revenus étrangers, si on prend des fonds ou des obligations qui viennent de d'autres pays, l'idée là-dedans, c'est que c'est pour des besoins de diversification. Mais en général, les obligations, c'est très sécure comme investissement. Donc, en prendre, que ça soit très pondéré canadien ou que ça soit très pondéré mondial, le gain n'est pas nécessairement là. C'est dans ma compagnie, mettons, ça a un impact dans ma compagnie de gestion. Si c'est dans votre compagnie de gestion, avoir des fonds d'obligations. Des revenus étrangers. Ah, de l'étranger, bien oui, il y a un risque de taux de change, mais de ce que nous, on avait compris, c'était vraiment la question du portefeuille, avoir une exposition au marché obligataire étranger. Mais effectivement, si vous recevez de l'argent en dollars américains, il y a un risque de taux de change. Si on peut ajouter au niveau fiscal, mais il va peut-être vérifier avec un fiscaliste, mais le taux de change peut avoir une imposition à faire avec le gain ou la perte qu'il va avoir à ce niveau-là. Au niveau des dividendes étrangers, ça va être de valider avec les lois fiscales américaines, canadiennes, les traités en place pour vraiment s'assurer que tout a été adressé. Donc, si je sors de l'argent de ma compagnie pour acheter mon chalet, c'est quoi votre recommandation pour que je puisse financer ma deuxième clinique? On n'avait pas d'informations nécessairement sur votre besoin en financement pour la deuxième clinique. Ce que l'on croit, c'est qu'en ce moment, vous avez autour de 700 000 en liquidité dans l'entreprise quand on inclut en encaisse la moitié, puis une autre moitié en placements qui sont liquides. Ce que l'on croit, c'est qu'avec la mise de fonds pour acheter une hypothèque au niveau du chalet, ce ne sera pas nécessairement important. Vous êtes capable d'utiliser le reste pour la clinique, d'aller chercher des emprunts au besoin s'il manque de fonds à ce niveau-là. Question au niveau du chalet, dans le fond, vous faites emprunter pour investir dans le REER, puis vous avez mentionné que les intérêts sont déductibles sur ce prêt-là. Ouais. Comment ça se produit? Vous prenez le prêt à quel endroit, puis comment ces intérêts vont être déductibles? Ce qui est à prendre en considération, c'est que les intérêts ne peuvent pas être déductibles à moins qu'ils servent à obtenir un revenu. Donc, où ce qu'on va prendre nos intérêts, dans le fond, c'est qu'on va s'assurer de vraiment séparer le tout de vos actifs personnels, pour que ce soit évident au niveau de la loi que ces transactions-là ont eu un objectif de faire un rendement. On va utiliser les intérêts sur cet emprunt-là qu'on va déduire au niveau fiscal de votre revenu pour aller diminuer votre revenu et améliorer votre revenu. On prend l'emprunt sur la maison, donc la marge hypothécaire, parce qu'elle va être protégée par la maison. Donc le taux que la banque va offrir va être moindre que la marge hypothécaire qui a déjà l'espace sur le contrat hypothécaire. Oui. Merci. Dans la question de là, on recommande de prendre salaire uniquement. Est-ce que le choix peut différer en fonction des revenus de mon entreprise ou c'est des salaires tout le temps à vie ou je regarde ça chaque année? Comment ça fonctionne? En ce moment, on devrait vraiment mettre l'accent sur le salaire étant donné la situation de liquidité de l'entreprise. Bien entendu, s'il y a de moins en moins de liquidité dans l'entreprise, ça va être à reconsidérer. La période de question est terminée, désolé.